Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, je m'appelle Loïc Braida, je travaille à l'Institut Agro qui se trouve à Florac. Euh, Juste pour préciser deux, trois choses, l'Institut Agro, c'est une école d'ingénieurs agronomes, mais c'est également, avec sa composante floracoise, un institut d'appui à l'enseignement agricole français. Et dans cette optique, on a différentes missions. On accompagne des équipes à faire évoluer leurs pratiques. On fait de la formation continue également d'enseignants. Et puis en s'étant un petit peu perturbé de distanciation sociale, il y a un moment où on s'est dit qu'il fallait qu'on essaie de conserver, d'entretenir, de cultiver un petit lien. Et on a vraiment eu énormément d'imagination, puisqu'on s'est dit, bah, tiens, si on leur rajoutait de temps en temps 2 heures de conférence Zoom par semaine. Bon. En fait, c'est un outil qui est assez intéressant, Zoom. Il y a des avantages et des inconvénients. En tout cas, ça nous donne à nous l'avantage de laisser la parole à des personnes, à des praticiens, à des chercheurs, à des experts, avec une espèce de ligne éditoriale qui est alors, essayer de développer la dimension un petit peu éducative, des dimensions qu'on a peut-être un petit peu moins l'habitude d'aller questionner à côté du pédagogique, à côté du didactique. Et donc, on a commencé cette série de webconférences avec Daniel Favre qui nous a parlé des émotions à l'école, ou en apprentissage. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Pascal Galvani, qui est professeur des universités à l'Université du Québec à Rimouski, et qui est psychosociologue, et qui se propose de nous présenter quasi le travail d'une vie autour de la pédagogie des moments de réussite. On fera un petit point à l'issue de cette conférence, de cette intervention sur la programmation des prochaines. Et ben, Pascal, je pense qu'il est temps que je m'efface pour te laisser la parole. Ok, Profitez-en. merci Loïc. Bonjour à tous. Bonjour aux Québécois quand même. Là, je suis impressionné. Il y a du monde qui est avec nous. Loïc aussi, qui doit être dans le nord de la France ou en Allemagne. En tout cas, bonjour à tous. Je ne peux pas saluer tout le monde. C'est très sympathique de voir vos visages là. Ça me rassure un peu. Alors, d'abord, merci à l'Institut Agro d'organiser cette série de conférences en ligne puis de m'y inviter. Comme tu l'as dit, Loïc, là, on est quand même dans des périodes un peu difficiles et je crois que toutes les occasions sont bonnes de se réunir pour se partager en tout cas nos créations, nos innovations, nos passions. Et c'est ce que je vais essayer de faire. Bon, j'étais très heureux d'être invité à ce projet, mais depuis 2, 3 jours, là, je suis pas mal anxieux. J'ai beaucoup bossé sur le PowerPoint, ça m'arrive rarement. Euh, Parce que, bon, pour dire les choses un peu à tout le monde, là, le public qu'on a ciblé, et qui est peut-être pas tout à fait celui que je vois, je sais pas, c'est difficile d'en juger, c'est le public qui vient d'habitude aux formations à l'Institut Agro, donc plutôt des professeurs, des enseignants, des enseignantes, des établissements secondaires qui font de la formation en agriculture, en écologie, etc. en France. Je dis ça un peu pour les Québécois et tout ça. Donc, j'ai vraiment mis un. Ce que j'ai essayé de faire, c'est voir à quoi à quoi mes recherches ou mes passions pourraient servir pour ces personnes. Donc, voilà, j'espère que vous y trouvez quand même un peu tous votre compte. Donc, pour dire rapidement, on va avoir
quatre temps. Je vais faire une première présentation un peu bon, de mon parcours, des concepts d'auto-formation, etc., de moments. Qu'est-ce que c'est que on a titré pour une pédagogie des moments de réussite. Donc, qu'est-ce que c'est que ces moments de réussite? Je vais parler du Kairos, etc. Donc, un peu une présentation conceptuelle ou de parcours. Ensuite, je vous proposerai alors là, on va tenter le coup, un mini atelier, mini atelier de Kairos, donc, qui durera 20 minutes. On vous proposera des sous-groupes de 4. Et puis, ensuite, notre troisième temps qui serait, je me suis dit, bon, je vais essayer de formaliser 4, je crois, propositions d'application très concrètes dans les établissements secondaires ou d'autres, hein, mais plutôt en éducation. Et puis un quatrième temps, encore une bonne demi-heure, il devrait nous rester une bonne demi-heure de questions, de discussions, etc. Voilà en gros le plan. Et donc, ça me gêne de démarrer sans un tour de table, mais si on commence un tour de table, on ne va pas y arriver. C'est vraiment contraire à toutes mes habitudes. Mais bon, allez, on se jette à l'eau. Je vous demande toute votre indulgence et c'est parti. Il faut que je partage mon écran. Hop. Donc là, je suis déjà à la truc 12, ça ne marche pas. On va démarrer au début. OK. Donc, pour une pédagogie des moments de réussite, sous-titre l'atelier des Kairos, des applications pratiques, le tout avec une couverture de livre à côté, qui est mon dernier livre, qui est sorti l'année dernière. Et en fait, tout ce que je vais vous raconter est largement tiré de ce bouquin et développé dans ce bouquin. Donc, je vais souvent en reparler. Pour ceux qui ne me connaissent pas rapidement mon parcours, je ne suis pas né à l'université du tout. J'ai plutôt commencé même par quitter avant la fin du secondaire, mais j'ai été animateur de rue, plutôt formateur dans des mouvements d'éducation populaire. Ensuite, en ayant fait une maîtrise en études sur ma propre pratique à l'université de Tours avec Gaston Pinault, je suis progressivement devenu un espèce de spécialiste en méthode de recherche-action, de réflexion sur la pratique, réflexion sur l'expérience, tout ça en groupe. Et donc, j'ai animé plein de groupes et de programmes de recherche-action. Et ensuite, j'ai été maître de conférence à l'université de Tours, en France, avec Gaston Pinault, Noël de Noël, enfin toute l'équipe qui a travaillé beaucoup sur les histoires de vie, validation d'acquis, réflexion sur l'expérience. Et puis, à partir de 2001 jusqu'à maintenant, enfin, professeur à l'Université du Québec à Rimouski, dont j'ai plusieurs collègues qui sont actuellement en ligne et que je salue. Donc, moi, je suis dans genre professeur émérite. Donc, j'ai pris la retraite, j'ai plus les cours et toutes les charges administratives, mais je continue à m'occuper de la revue Présence, que je vous invite à aller voir sur le site de l'université. Voilà. Mes intérêts de recherche, exploration de l'auto-formation. Qu'est-ce que c'est que se former? Qu'est-ce que c'est que se donner une forme personnelle? Qu'est-ce que c'est qu'advenir à soi-même? Enfin, on peut le décliner sous plein de formulations qui sont aujourd'hui, avec le développement personnel et tout ça, des questions largement partagées dans la société. Quand j'ai commencé à m'y intéresser en 86, c'était pas tout à fait la même chose. Ça a beaucoup évolué. J'ai mis aussi interaction entre auto-formation, co-formation et éco-formation. C'est-à-dire que l'auto-formation, c'est pas se former tout seul, c'est se former soit avec les autres, avec les mondes sociaux qu'on traverse, je dirais, les univers sociaux, les civilisations, les cultures, mais aussi en interaction avec des milieux naturels, des éléments, des animaux, des plantes, avec lesquels on entre en affinité ou avec lesquels on tisse des relations de formation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un autre intérêt de recherche très important, ça a été l'étude des pratiques.
et surtout des pratiques des psychosociologues ou des psychosociologues. Alors là, je parle le langage qu'on connaît bien au Québec. En France, le psychosociologue a des fois pris un peu d'autres accents, mais disons, on regroupe toutes les personnes qui accompagnent des groupes dans des processus de transformation, donc formateurs, animateurs, consultants, tout ce que vous voulez. Mais donc, l'étude des pratiques de ces personnes dans une approche émancipatoire. Un autre aspect important, c'est ce que j'appelle l'écologie des savoirs, c'est-à-dire tenir compte à chaque fois des différentes dimensions du savoir pratique, le corps, la dimension sensorimotrice, des savoirs théoriques, bien sûr, comment on se représente le monde, mais aussi des savoirs existentiels, si on peut appeler ça comme ça, c'est pas très joli, mais en tout cas, des résonances symboliques, du sens symbolique qu'ont les choses pour chacun d'entre nous. Et l'exploration interculturelle de l'éco-formation, c'est-à-dire plus particulièrement comment on se laisse éduquer ou former par la nature en relation avec les cultures amérindiennes. Voilà en gros rapidement mon parcours. Alors, quelques mots sur l'auto-formation. Là, il y a plein de gens qui m'ont déjà entendu parler souvent de ça, mais pour certains, ça peut être un mot soit un peu nouveau, soit associé à ce qu'on appelait à une époque les CD-ROM d'auto-formation ou logiciels d'auto-formation, traitement de texte ou je ne sais pas quoi. Donc, il y a évidemment des gens qui utilisent le mot auto-formation pour dire se former tout seul. Ce n'est pas du tout ce dont je parle. C'est plutôt le fait de se mettre en forme, se former soi-même à travers les expériences de la vie. Donc, j'ai mis juste comme ça 4 publications majeures que j'ai. La première en 91, qui était finalement une première interrogation, c'est comment est-ce qu'on se forme et à quel niveau et du coup, s'il y a auto-formation, à quoi ça peut servir un formateur finalement? C'était un peu ma première question de départ et qui m'a tout de suite entraîné vers comment est-ce qu'on accompagne le processus. Au lieu d'essayer de former les gens, est-ce qu'on peut se mettre en situation de réfléchir à des dispositifs qui accompagnent, qui stimulent, qui dynamisent, qui enrichissent l'auto-formation que les personnes vivent déjà. En faisant ça, j'avais utilisé un outil, le blason, c'est-à-dire que j'avais proposé aux personnes de symboliser dans un blason comment il se représentait l'auto-formation. Et ça m'a amené à faire une thèse là-dessus. C'est donc la publication de 97, parce que je me suis rendu compte, j'ai été préparé par mes fréquentations avec les cultures amérindiennes, mais que le fait de symboliser, d'écouter ses rêves, ses visions, son imaginaire, et de le symboliser dans un blason, avait une puissance qui permettait non seulement de comprendre sa propre auto-formation, mais de se comprendre entre nous dans un atelier où on pouvait partager nos blasons. Et je voulais comprendre comment et pourquoi ça fonctionnait. Ça m'a emmené à étudier beaucoup ce qu'on appelle l'anthropologie de l'imaginaire et les processus visionnaires. Et la question de l'imagination comme intermédiaire entre notre expérience sensible du monde, avec nos sens, avec notre corps, et notre compréhension intellectuelle, si on veut, ou théorique, eh bien, comment l'imaginaire est un espace intermédiaire, créateur. Ça a été toute une partie de ma vie où j'ai beaucoup animé d'ateliers de blason, du coup, beaucoup centré sur le sens existentiel et l'imaginaire. Après, on voit un gros trou, mais c'est parce que, chemin faisant, je me suis rendu compte que la plupart des blasons, finalement, symbolisaient des moments très précis de la vie de chacun d'entre nous. Et ce qu'on symbolisait souvent, c'était des expériences majeures, des expériences intenses, que finalement j'ai appelées des kairos. Mais il a fallu pour ça que je trouve un outil pour le blason, c'est magnifique pour partager nos imaginaires. On peut utiliser d'autres choses, des collages, des tas d'autres formes symboliques, mais le blason, ça me convenait bien. Par contre, le blason, ça ne permet pas d'exprimer comment on a fait, comment on s'y est pris précisément. Et c'est en 97, 96, quand Pierre Vermersch a fait paraître son premier livre
sur l'entretien d'explicitation, donc qui est une technique d'entretien pour permettre à accompagner quelqu'un à réellement se servir de sa mémoire concrète pour revivre un moment où il a réussi à quelque chose et à expliquer comment il a réussi, à expliciter comment il a fait, qu'est-ce qu'il a perçu, qu'est-ce qu'il a... Alors, quand j'ai découvert ça, je me suis vraiment lancé dans l'exploration de ces moments intenses et ça a donné donc en 2010 un premier bouquin collectif, Moments de formation et mise en sens de soi, où avec des gens qui pratiquaient l'histoire de vie, les récits de vie pour comprendre comment on se forme, eh bien, on a essayé de croiser les deux techniques, la technique d'histoire de vie, puis cette technique d'entretien d'explicitation, l'histoire de vie étant finalement un récit de ma formation dans le long terme, à une échelle temporelle longue, et cet entretien d'explicitation qui vise un moment particulier, un moment singulier. Donc, toute la réflexion que ça nous a amené. Et puis, donc, j'ai cité 2020. Donc, après, à partir de là, j'ai mené un certain nombre de programmes de recherche-action, de réflexion, et ça a amené le livre Auto-formation et connaissance de soi, une méthode de recherche-formation expérientielle qui fait un peu la synthèse de tout ça. Voilà. Là, encore un petit peu enfin, au moins pour situer l'auto-formation, pour ceux qui, voilà, très rapidement, je n'ai pas le temps de... Dans cette perspective, et elle est largement inspirée d'Edgar Morin, qui parle d'auto-éco-socio-réorganisation permanente de chaque être vivant. Nous, à la place de organisation, on met formation, auto-socio-éco-formation permanente. Mais en gros, c'est traduire en sciences de l'éducation et de la formation l'approche de la complexité d'Edgar Morin. Alors, je la symbolise comme ça, voilà, disons, de voir la formation d'un être humain comme un processus tripolaire, hein, c'est-à-dire on ne peut pas penser un des pôles sans les autres. Alors, les trois pôles, c'est le pôle en haut à gauche socio-historique, c'est-à-dire, ça, c'est ce que les sciences de l'éducation, la philosophie, les sociologues ont le plus étudié. Hein. Nous sommes formés par un milieu social, par une famille, par nos familles, par notre culture, par les enseignants, par le système éducatif des pays dans lesquels on était, etc. Donc, évidemment, il y a une flèche qui part de ce pôle social, la socio-formation, qui nous met en forme, qui nous conditionne par beaucoup d'aspects. Mais même si on a tous reçu la même formation, enfin tous, même si on imaginait donner la même formation à tout le monde ne réagirait pas pareil. Et donc, il y a dans l'ovale du bas, là, qui symbolise la personne, une boucle intérieure, qu'on peut appeler rapidement la conscience, ou l'intime de chacun d'entre nous, le mystère de la personne, qui fait que chacun d'entre nous ne donne pas le même sens à ce que l'on reçoit de la société. Et finalement, il y a, donc j'ai appelé ça S1, cette boucle, et ça entraîne S2, c'est-à-dire nous rétroagissons sur la société, sur le milieu social dans lequel on est, chacun de manière différente et de manière non prévisible par ceux qui nous ont éduqués. C'est ce qui probablement faisait dire à Freud que l'enseignement est un métier impossible, puisque quoi qu'on dise à ceux qu'on enseigne, ils en feront autre chose. Heureusement d'ailleurs. Sinon, les totalitarismes réussiraient à tout coup. Bon, alors, je vais vite, mais ça, c'est pas apparu comme ça dans la tête de Gaston Pinault. Ce modèle a été développé par Gaston Pinault, j'ai oublié de le dire, mais ça lui est pas apparu comme ça divinement dans sa tête. C'est plus à partir des histoires de vie, hein, des études de terrain, en partageant avec d'autres adultes comment on s'est formé. Mais il y a un autre pôle qui est apparu ensuite, c'est le pôle de l'éco-formation. Comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire on n'est pas seulement formé par notre société, on est aussi formé par l'environnement physique, naturel, biologique, cosmique, enfin, on va dire tout ce qui n'est pas déterminé par la culture ou par les humains.
Ça commence. Alors là, bien sûr, au niveau biologique, on est formé par l'air qu'on respire, par la nourriture qu'on mange, par notre corps, biologiquement, physiquement, nous sommes formés, ça on le comprend bien. Et nous avons des sciences pour ça, mais il y a une autre dimension où on est un peu plus, comment je dirais, il est maladroit ou peu éduqué dans nos sociétés occidentales, c'est que nous sommes aussi formés psychiquement, spirituellement, cognitivement. On peut le ressentir parce que nous, en tant qu'enfants, en ayant écouté des contes, etc., quand on voit les enfants, nous avons tous été cheval, panthère, lapin, rivière, etc. Ça fait partie, le cosmos fait partie de notre psychisme. Mais, et là, les Amérindiens ont beaucoup à nous apprendre. Mais on a aussi chez nous des gens comme Gaston Bachelard, je ne veux pas trop aller là-dedans, des philosophes qui ont montré que selon nos affinités, et certains d'entre nous peuvent être inspirés par la montagne, d'autres par la plaine, par les forêts, par les lacs, par l'océan. Enfin, selon nos affinités personnelles, nous pouvons entrer dans des relations formatrices profondes avec les éléments naturels. Voilà. Je ne sais pas si je suis trop lent, trop rapide, si je continue malgré tout. Alors, je vais commencer à resserrer. Première chose que je veux dire, c'est que je parle de recherche-formation, la méthode, ce dont je parle, et les applications que je vais vous proposer tout à l'heure, finalement, elles sont issues de ce qu'on a appelé au début recherche-action-formation, recherche-formation expérientielle, enfin bon, pas rentrer dans les détails de... L'idée, c'est que, vous voyez, pour essayer de comprendre l'auto-formation, comment les personnes se forment, nous avons utilisé d'histoire de vie. Là, je vais vous en proposer une autre, qui est le partage des kairos, les moments intenses, l'exploration des moments intenses. Autrement dit, pour comprendre comment les adultes se forment, et on est bien obligé de leur demander, et en leur demandant, ou en produisant des données sur la formation d'adultes, on amène chacun à réfléchir et à raconter, à faire une narration, à décrire les expériences qui ont été formatrices. Le problème, ou le miracle, ou le mystère, ou le truc fabuleux là-dedans, c'est que quand on fait ça, eh ben, on ne fait pas que recueillir des données, on démultiplie l'auto-formation que la personne s'était donnée. Et nous-mêmes, chacun d'entre nous, en faisant le récit de qu'est-ce qui a été formateur, on prend encore plus conscience de qu'est-ce qui a été formateur et donc on se forme encore plus. C'est une espèce de... dès qu'on fait de la recherche, on fait de la formation. Et quand on fait de la formation, on fait de la recherche, on n'arrive pas à... donc on n'est pas du tout dans des sciences positives, si vous voulez, dans le sens où même si on voulait prendre les personnes qui acceptent de faire un récit de vie comme objet, à la fin du récit de vie, ils ne sont pas pareils que qu'avant qu'ils le fassent. Donc ils se sont transformés. Donc c'est ça que j'essaye de dire par le trait d'union recherche-formation. Mais plus spécifiquement, à force d'animer des ateliers comme ça de co-formation, de réflexion, comme je vous le disais, c'est imposé de plus en plus le caractère de ces moments intenses. Chacun d'entre nous, notre vie, elle n'est pas un fleuve tranquille, uniforme. Oui, il y a des moments où c'est plat, où c'est peut-être ennuyeux, etc. Mais il y a des moments où ça va vite, il y a des moments très intenses, il y a des moments de transformation, il y a des moments de crise, etc. Et ces kairos, mon hypothèse, c'est que si on veut comprendre l'auto-formation, on a intérêt à se plonger directement dans les moments particulièrement intenses où on a réussi à être soi-même, ou plus complètement soi-même. Alors, là, je rentre dans un peu ces moments intenses. Je vais essayer en 2 ou 3 diapos de boucler cet aspect théorique. Bon, le mot kairos, c'est un mot grec, c'est un des 3 dieux grecs qui désignent le temps, avec Chronos et Aion. Donc, Chronos, on le connaît bien, chronologie, chronomètre, c'est nos montres, c'est celui qui dévore ses enfants, c'est le temps qui nous dévore. Aion, c'est plus le temps cyclique, cosmique des dieux, enfin le temps, la globalité du temps. Et Kairos, lui, c'est un petit dieu, c'est celui du temps opportun, le moment opportun.
l'occasion, la bonne heure, qui donne bonheur. Le bonheur. La bonne heure, c'est l'instant décisif, l'instant créateur qui va produire une discontinuité, l'émergence d'une nouvelle forme. Alors, autant Chronos s'étale, autant Ion, autant Chronos, non, on peut dire il coule, Chronos, autant Ion peut s'étaler, autant le Kairos, on a un philosophe qui est un spécialiste du Kairos, c'est Jean Kelevitch, il dit il est aussi fugace que l'étincelle, c'est-à-dire son apparaître coïncide avec son disparaître. Et donc, pour l'attraper, pour saisir l'occasion, pour être comment, dans la présence de son présent, on va dire, eh bien, c'est pas évident. Hein. On est souvent à une seconde en retard. On est souvent, parce qu'on réfléchit, parce qu'on est anxieux, parce qu'on a des projets, parce qu'on veut réussir, par plein d'aspects, on est à distance de nous-mêmes et cette distance nous empêche de saisir le kairos. Il y a un paradoxe important, c'est que pour être dans l'immédiateté du kairos, il faut quelque part, il faut être totalement présent, mais comme oublieux de soi-même. Enfin, on pourra développer. Les Grecs disaient que pour être capable de saisir le kairos, il faut une personne qui a de l'expérience, ce qu'ils appellent l'intelligence pratique, la métis. La métis, c'est l'intelligence pratique, qui est issue de l'expérience. Alors, par exemple, un chasseur qui a l'expérience, il va lâcher la flèche au bon moment, pas une seconde avant, pas une seconde après. Un médecin ou un chirurgien qui a de l'expérience va faire le bon geste qui va arrêter l'hémorragie au moment. Voilà. Et cette métisse, cette intelligence pratique, c'est aussi une déesse, hein, la déesse métisse. Et elle est intéressante quand on regarde, parce que c'est l'intelligence rusée de l'action, de l'intelligence de l'agir, et elle est dans le clair-obscur. Ça, c'est aussi très tôt dans la mythologie. Elle n'est pas, c'est pas lumineux comme Athéna, elle n'est pas dans la pleine conscience, elle est comme dans une espèce de semi-conscience, de transe. C'est intéressant de voir que tous ces thèmes qui sont dans la mythologie, vous allez voir, on va les retrouver dans des recherches très contemporaines. Belle formule aussi que j'aime beaucoup. Jean Kelevitch dit pour saisir le moment de grâce, le kairos étant un moment de grâce, pour saisir le moment de grâce, il faut une conscience en état de grâce. C'est pour ça qu'il dit à la fois présente mais oublieuse des intérêts égocentriques. Tiens, j'ai fait une faute là, il manque un S. Alors, dans cette diapo, j'espère que je ne vous fatigue pas trop, j'ai essayé de synthétiser pratiquement toute la première partie du livre avec quelques flashs pour montrer à partir de comment j'ai pu construire la méthode de recherche, etc. Donc, c'est pas complètement exhaustif, mais des auteurs qui m'ont vraiment inspiré. Donc, Polanyi, 58, quand même, 1958, la plus grande partie de notre savoir est tacite et incorporée. Polanyi insistait sur le fait que, et quand il disait notre savoir, bon, bien sûr, savoir marcher, on sait marcher, mais on ne saurait pas expliquer comment ça marche, comment et pourquoi. Je sais faire du vélo, mais beaucoup de choses bien plus incroyables. On sait reconnaître des visages, on ne sait pas comment. J'ai eu d'ailleurs au Québec une étudiante en maîtrise qui avait un problème de ne pas pouvoir reconnaître les visages et donc qui devait développer des stratégies incroyables, etc. Donc Polanyi, qui nous fait réaliser que la partie consciente de notre savoir vivre, notre savoir survivre, elle est très, très, très faible. Après, un autre auteur majeur, hein, c'est Piaget, avec surtout son dernier bouquin qui s'appelle Réussir et comprendre, qui, je le résume là, c'est pas tout à fait, j'ai un peu trafiqué la citation, hein, j'avoue. Réussir, c'est comprendre en action, et comprendre, c'est réussir en pensée. C'est cette boucle-là qui va beaucoup nous inspirer. Réussir, c'est comprendre en action, ça veut dire comprendre en action, ça veut dire qu'on a une théorie en acte. Et donc, si on est enseignant, si on est formateur, si on réussit à donner un cours ou si on réussit à animer un groupe, eh ben, on a une théorie en acte de la dynamique des groupes, par exemple.
mais on l'a en acte, on ne l'a pas dans la tête, on n'a pas forcément lu des livres sur la théorie des groupes. Mais dans notre corps, on a des mémoires de situations où on a animé des groupes qui font une espèce de théorie en acte. Voilà. Ça serait réussir, c'est comprendre en action. Et alors, la suite de la phrase de Piaget est très très importante, puisqu'il dit comprendre, c'est réussir en pensée. C'est là que je l'ai un peu résumé, à expliciter l'action. C'est-à-dire réussir en pensée à expliquer pourquoi, comment ça a fonctionné, quelles étaient les conditions favorables, quels sont les gestes pertinents, qu'est-ce que j'ai fait. En 1994, on a aux États-Unis un monsieur Donald Schoen, qui a beaucoup aussi influencé les gens au Québec avec Saint-Arnaud, je n'ai pas pu citer tout le monde, qui va publier un livre traduit en français. J'ai mis 94, c'est la date du livre français, je pense. Le praticien réflexif, explorer le savoir caché dans l'agir des praticiens. Ah oui, le savoir caché dans l'agir des praticiens. Donc lui, il travaille avec des musiciens de jazz, il travaille avec des enseignants, avec des psychologues, avec toutes sortes de gens. Alors, quels sont les savoirs qui mobilisent en action quand ils agissent pour réussir réellement? Les musiciens de jazz, quand ils improvisent, comment ils réussissent? Et là, ils se rendent compte que finalement, les savoirs théoriques qu'ils ont pu apprendre à l'université ou en classe, comptent pour très peu, très très peu. C'est beaucoup plus la mémoire concrète, la mémoire sensorielle des expériences qu'ils ont accumulées, qui sert, dit-il, de métaphore génératrice, des métaphores. On pourra bon, j'ai pas le temps de vous ennuyer trop, mais en fait, avec d'autres collègues comme Noël de Noyel, on va parler de transduction, c'est-à-dire des inférences de sens, du sens qui passe d'une situation à une autre sans passer par une déduction ou une réflexion, etc. Bon, Schoen là-dedans, il va finalement creuser une idée qui était déjà chez Piaget, c'est que le savoir-faire, la pratique, l'action est une connaissance autonome. Autonome, indépendant. On peut savoir faire quelque chose autonome par rapport à la pensée. Et donc, ça peut être une source, c'est une source de savoir. L'expérience est une source de savoir, ce qui n'est pas tout à fait évident dans nos cultures, et peut-être encore plus particulièrement en France. Alors après, j'ai mis 96, le livre de Gaston Pinault et Bernadette Courtois, la formation expérientielle, un livre collectif, qui commence à problématiser en se servant aussi d'autres Américains comme Kolb, enfin, etc., mais aussi de beaucoup de procédés de l'éducation permanente, les groupes d'entraînement mentaux de Peuple et Culture, etc. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Je ne veux pas limiter à cette série de personnes. La formation expérientielle, donc, en disant finalement, on se forme par contact direct, par immersion, mais aussi ensuite par réflexion, par mise en mots dans des groupes où on va, selon la belle formule de Bernard Honoré, on va développer l'intercompréhension de nos expériences. Bon, je l'ai cité tout à l'heure, 96, Pierre Vermersch, l'entretien d'explicitation de l'action. Alors lui, si j'essaie de résumer ce qui m'intéresse fondamentalement dans cette technique d'entretien d'explicitation, c'est que justement, on vient de voir que l'action, c'est une théorie en acte, elle est autonome, elle est finalement très peu consciente, etc. Eh bien, Vermersch nous donne un peu les clés, avec sa microphénoménologie, des clés pour comprendre à la fois pourquoi et comprendre comment on peut rejoindre, comment on peut accompagner quelqu'un à revivre, à reconscientiser un moment. C'est très simple finalement, il a mis 40 ans de recherche, mais on peut le dire très simplement. Il propose qu'on se serve de la mémoire concrète, notre mémoire sensorielle. Qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a entendu, qu'est-ce qu'on a senti, comment est-ce que notre corps a été posé. Parce que notre mémoire concrète nous permet de retrouver le moment vécu, on pourrait dire presque au niveau de l'expérience pure.
Et du coup, de passer de l'implicite, du tacite, de l'incorporé à l'explicite, à des mises en mots, etc. Des mises en mots qu'on peut partager, qu'on peut ensuite analyser, etc. Et aussi un dernier, donc Varela, Francisco Varela, la connaissance personnelle est une action incarnée. Nous ne connaissons que par notre incarnation, par le corps-esprit immergé en situation. Et cette action incarnée, elle fait émerger simultanément le sujet et le monde. Ce n'est pas un sujet qui entre en connexion avec le monde, c'est notre action incarnée qui fait émerger l'ensemble. Voilà. On pourra peut-être revenir sur tout ça, mais vous voyez que ça nous mène. Je voulais au moins donner les pistes et les sources qui m'ont inspiré. Alors, là, avant que de vous proposer un petit atelier, alors on ne va pas le faire, là je vous le propose dans la forme idéale. Nous n'aurons pas le temps, je vous le dis tout de suite, de le faire dans la forme idéale. On va le faire dans une forme sauvage et impromptue et joyeuse, j'espère. Là, j'essaie de dire s'il fallait se donner vous voyez, un peu une checklist de à quoi il faut penser si on veut utiliser cette démarche pour travailler un thème, soit en recherche, soit en formation avec un groupe, quel que soit le thème que l'on a en partage. Voici un peu en gros les étapes. Vous allez voir que ça rassemble aussi beaucoup de choses qui ont déjà été faites dans l'éducation populaire et dans d'autres endroits. La première chose, il ne faut quand même pas passer trop vite dessus, c'est la négociation d'un thème avec un groupe et la contractualisation des conditions du partage. Donc s'accorder sur le thème, un thème qui concerne l'ensemble des personnes, et souvent là c'est même les mots qu'on choisit pour que chacun se sente à l'aise. Et les conditions du partage, donc ça on pourra y revenir plus longuement, mais je vais dire très rapidement, l'idée de base, souvent, c'est mutuellement de s'interdire d'analyser les autres ou d'interpréter les autres, mais de s'obliger à partager ce que l'on apprend des uns et des autres. Ça peut sembler comme ça un peu subtil, mais c'est assez simple et tout le monde comprend assez vite. Personne n'a envie d'être interprété par les autres. Mais par contre, dans une approche d'exploration où chacun est là pour mieux comprendre sa propre expérience et éventuellement l'enrichir des apports des autres, mais selon ce qu'il veut bien prendre des uns et des autres, voyez, en restant en autoréférence. Je développe ça dans le bouquin. Donc, ces conditions d'échange, de réciprocité, de confidentialité. Le deuxième temps, forcément, il me semble, c'est un temps de recueillement réflexif. Si on veut permettre à des personnes de partager et de réfléchir sur leurs expériences, il faut avoir d'abord un temps pour se connecter à ces expériences, à les rassembler. Si nous avons un thème, peut-être que je vais vous probablement proposer tout à l'heure le thème qui pourrait nous rassembler le plus, là, ça serait enseignant ou formateur, quelque chose comme ça. Il faut un petit temps pour déjà, je ne peux pas de but en blanc comme ça me mettre à parler de mon expérience de formateur. Il faut que j'ai un petit temps pour me laisser remonter certains moments les plus signifiants dans lesquels je me suis senti formateur, etc. Il faut que j'ai un petit temps de recueillement. Je dis recueillement dans le sens à la fois de s'intérioriser et de recueillir, de rassembler des moments, de recueillir comme dans un filet plusieurs expériences. La troisième étape, c'est une fois qu'on en a recueilli un certain nombre de moments décisifs, de kairos, de moments où, par exemple, si on reste sur le sujet de l'enseignement ou de la formation, où je me suis senti bien dans des moments qui, pour moi, représentent ce métier, qui, pour moi, représentent cette fonction, vous voyez ce que je veux dire ?
Et bien, une fois que j'en ai recueilli quelques-uns, ben, prendre le temps de les décrire. Et pour les décrire, il faut, comme je le disais tout à l'heure avec l'explicitation, minimalement les revivre, les regoûter, les ressentir, me replonger, ne serait-ce qu'une seconde dans ce moment, me reconnecter avant de pouvoir le décrire. Le décrire pas tellement à partir de ce que j'ai pu déjà en réfléchir, mais en essayant de me connecter avec la source vive de l'expérience. Le quatrième temps, c'est bon, là on les a décrits, c'est d'une part, alors oui, non, je reste un peu encore sur le troisième temps. Cette description, elle est pas, elle produit des effets aussi, hein. Elle produit des effets de conscientisation parce que quand on prend le temps d'écrire ou d'enregistrer ou de revivre, ou soit par une peinture, etc., mais de se prendre le temps de rester connecté à un moment qui a fait sens, eh ben, c'est ce qu'on vit avec différents outils, de journal de bord, d'histoire de vie, etc. Il y a des choses qu'on avait éventuellement oubliées qui reviennent à la mémoire. Il y a des sous-couches. Plus on reste connecté à un moment, plus il prend le temps de se révéler comme une photo. Donc il y a ce temps de description, il a une fonction très importante de nous accompagner, de nous servir de support pour conscientiser un peu plus profondément des choses qui ont été un peu passées sous le radar de la conscience. Le quatrième temps, donc, c'est le partage. J'ai mis compréhension. Donc, le partage, c'est essayer de comprendre ces moments, ces kairos, par une co-interprétation dialogique. Autrement dit, ça consiste en quoi? Ça consiste d'abord à ce que les participants partagent des moments sous forme écrite, orale. Après, il y a plein de versions, ça c'est pas. Mais pas seulement on peut s'en tenir là, bien sûr, c'est déjà pas mal. Mais ce qui est intéressant, c'est que le partage soit aussi un partage des intercompréhensions. Oui, en ayant écouté les uns et les autres, finalement, en quoi ma propre compréhension du thème a évolué, pas seulement à partir de ma propre expérience, mais aussi de ma propre expérience mise en dialogue avec celle des autres qui n'ont pas le même âge que moi, pas le même sexe, pas la même culture, pas le même horizon culturel, etc. Et donc, qu'est-ce que j'ai appris? Partager entre nous, s'obliger à se dire ce que l'on a appris de l'expérience. Parce que là aussi, on est dans un processus de production de savoir. Et moi, j'ajoute une dernière phase qui peut être rapide, etc. Hein, c'est pas, je vais venir après sur les délais. Mais la cinquième, c'est une production de savoir. C'est-à-dire permettre à chacun, ou collectivement, parce que ça peut être des projets collectifs, mais en tout cas, qu'il y ait une synthèse, production d'une synthèse compréhensive de l'ensemble. Alors, le tout, ça peut être un atelier de 2 heures, de 20 minutes. On va pas avoir le temps de faire toutes les étapes. Ça va être un peu. Je vais me prendre les pieds dans le tapis, puisque je vais vous proposer de ne pas suivre tout à fait tout ça. Mais ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez un peu y goûter, qu'on ait un peu une saveur de ça. L'ensemble de tout ça, ça peut se faire en 1 heure, en 2 heures, peut-être en moins même. Mais ça peut durer, j'en parlerai tout à l'heure, peut-être si on a le temps, si ça vous intéresse, des expériences de recherche-action avec ATD Carmonde, sur le croisement des savoirs sur la misère, des expériences qui ont duré 2 ans et qui ont produit un livre de 600 pages, coécrit, ligne à ligne, par 35 personnes. Enfin, je veux dire, on peut pas, ça peut durer 2 heures, 3 jours, produire. Ça peut, au final, aboutir à l'écriture d'un poème ou un mémoire de 30 pages. Voilà, c'est. Voilà. Je suis à peu près dans les temps. Je suis très étonné. J'espère que
ça vous a un peu mis l'eau à la bouche, que ça vous fait. Et donc, ce que je vous proposerais, c'est donc qu'on essaye de faire un petit temps. Alors, on avait pensé des petits sous-groupes de 4 pour que ce soit pas trop long. Et bon, vous n'êtes pas obligé, donc vous ferez bien comme vous voulez. Mais voilà ce que je vous propose. Un mini atelier de Kairos. Donc la première étape, je disais, c'est négocier un thème. Alors là, c'est pas très évident de négocier vraiment en ligne. Je vous demande vraiment toute votre indulgence parce que là, je suis pas tout à fait au point par rapport. Je peux pas être dans les clous de ce que moi-même j'exige. Donc, je fais appel à votre bienveillance et je sais que dans tout le monde que je vois, là, il y a pas mal de formateurs et d'animateurs, donc je suis quand même rassuré parce que je sais que vous savez prendre soin les uns des autres. Euh, Qu'est-ce qu'on peut prendre? Moi, j'avais conçu cette session par rapport à des enseignants, donc je voulais proposer des kairos de pratique d'enseignants ou de formateurs. J'espère que ça peut rejoindre un peu tout le monde. Je dirais que si quelqu'un parmi vous ne se sent ni enseignant ni formateur, bah, qu'il prenne ou qu'elle prenne un moment de sa pratique qui lui convient. Et puis, on fera, on fera joyeusement avec, je pense. On doit être capable. Parce que si on rentre dans un débat, je ne vais pas m'en sortir. Donc, je vous propose cette solution. Et Et voilà, quand même, je vous propose une petite. Comme c'est. Vous voyez, ça revient. Moi, je trouve que ça ressemble pas mal. On peut le faire sous forme d'atelier d'écriture. C'est un peu ce que je vais vous proposer. Donc, je vais vous proposer une petite induction. C'est moins on attend, plus on est obligé de faire des inductions un peu. Alors, vous êtes libre de ne pas les suivre, hein, mais c'est plus pour stimuler l'imagination. Mais si vous avez déjà quelque chose en tête, et vous partez sur votre propre idée. Mais si vous n'avez rien, bah voilà, peut-être que ça vous donnera une petite induction créatrice. Donc je vous propose 3 petites portes. Je vous disais, hein, le deuxième, voilà, on serait là dans la deuxième étape qui est l'entrée en recueillement. Alors, je ne vais pas vous demander, on n'a pas le temps de raconter chacun toute notre vie de formateur ou d'éducateur. Je vous propose 3 portes, j'ai dit des petites, elles ne sont pas si petites que ça. Mais... La première porte, ce serait la porte de mes meilleurs gestes d'enseignant ou de formateur. Enfin, mettez le terme qui vous convient. Un geste. Un geste, un moment décisif où j'ai pu faire le bon geste au bon moment. Quand je dis geste, ça peut être un geste intérieur, hein, pas forcément de s'activer physiquement. Ça peut être une prise de conscience, ça peut être. Enfin, j'ai fait la bonne chose au bon moment, on va dire, si on veut être plus flou. Si vous vient quelque chose, ça peut être un de mes meilleurs moments hein, d'enseignant ou de formateur, un grand moment. Vous pouvez aussi, si vous voulez, vous dire, il y a une manière un peu marrante qui peut être de dire, tiens, la semaine dernière ou hier, enfin voilà, prenez l'expérience la plus récente, dire, est-ce qu'il y a un moment, le meilleur geste que j'ai fait dans ma journée de... Voilà. Première porte. Vous voyez ce qui monte. Et vous pouvez peut-être noter en un ou deux mots ce qui vous vient à l'esprit. Même si c'est incongru au départ, vous pouvez noter un peu tout ce qui vient. De toute façon, il n'y a que vous qui lirez ces notes. Je vous propose une deuxième porte. Ça ressemble beaucoup, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est la porte des meilleurs moments au sens de moments de bonheur, moments de grâce, où je me suis senti bien dans ce métier. Ce n'est pas tout à fait la même chose. La première porte, c'était une porte des gestes, un truc pertinent que j'ai fait, un geste efficace. La deuxième, c'est plus un moment de bonheur, un moment de... vous voyez, ces moments où on peut se dire, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire dans la vie. Quand je fais ça, je suis moi-même, je m'accomplis. C'est un moment de bonheur, un état de grâce. Si vous en vient, je me suis senti vraiment cohérent et heureux de faire ça, de faire ce que je fais. On peut dire ça comme ça, tout simplement.
Et la troisième porte, la porte des compréhensions, révélations, un moment de compréhension. C'est toujours des moments, hein, mais là, plus un moment d'intuition, de compréhension sur le métier d'enseignant ou de formateur. Une intuition, une compréhension. Voilà. On aurait pu en ouvrir plein d'autres. Donc, 3 entrées, gestes, moment de bonheur, moment de grâce, moment de cohésion personnelle ou moment de compréhension. Alors, hop, j'ai sauté. Nous arrivons dans la troisième étape que je pourrais appeler. Donc, j'ai parlé d'entrée en recueillement. Là, ce serait l'entrée en écriture. Donc, je vous propose de prendre 2 ou 3 minutes, ça tombe pile. Il est 5 heures, moins 2 à mon heure. 2 ou 3 minutes. Donc, voilà, je vous mène un peu rapide. Hein. C'est pour choisir un des moments qui vous est venu. Prenez quelque chose où vous vous sentez tranquille, à l'aise pour éventuellement partager. Et puis, voilà, conseil d'écriture. Prenez une petite seconde pour vous immerger dedans, peut-être fermer les yeux, je ne sais pas. Et puis, dès que vous ressentez ce moment, vous étiez où, vous étiez... Écrivez simplement, je me souviens, et en quelques lignes, jetez quelques mots sur le papier pour décrire factuellement ce qui s'est passé, où, quand, comment, ce que j'ai dit, ce que j'ai fait. Voilà. Je me tais, je vous laisse 2 ou 3 minutes. Pendant ce temps-là, je demande à Marc peut-être de commencer. Je ne sais pas si ça lui prend du temps de préparer des groupes de 4. Ça peut être prêt très vite. D'accord. Donc, on va quand même laisser 2-3 minutes de recueillement. Là, je vous fais confiance, hein, je saute dans le vide. Là. Est-ce que c'est correct, Marc, de préciser du coup que en fait, les temps en sous-groupe ne sont pas enregistrés, donc tout ça va rester parfaitement confidentiel. Oui, à part peut-être que les participants au sous-groupe auront la possibilité de l'enregistrer, mais je ne suis pas certain et ce n'est pas l'objectif. Non, ce n'est pas l'objectif, c'est juste. C'est un moment d'intime. Voilà. Et je peux dire tout de suite que voilà, vous échangerez ce que vous voudrez dans le petit temps sous-groupe et quand nous nous retrouverons en grand groupe, il n'y aura pas, ça c'est plus, il y aura peut-être quelques réactions sur le processus, mais pas sur le contenu. Ça restera donc dans l'intimité de ces sous-groupes. Je commente un peu, je me permets de... C'est important de jeter quelques mots parce que comme vous aurez assez peu de temps, c'est plus pratique de lire quelques lignes sur un moment plutôt que d'improviser oralement. Ça prend toujours... Donc si vous pouvez jeter quelques lignes sur « Je me souviens de ce moment », ça permettra de mieux partager. Voilà, on va arriver au bout des 3 minutes. 3 minutes pour un kairos, c'est court, mais
Ça peut marcher. Je vois que quand même quelques personnes écrivent, donc je ne veux pas trop les brusquer. Excusez-moi, il y a Loïc de Bélabre qui a dû s'absenter, qui demande l'un des 3 moments. Enfin, il n'a pas eu les consignes. Ok Loïc, je remets la diapo. Donc, je reviens avant. Oui. Soit un moment, c'est 3 moments. Tu peux choisir soit un geste, un moment où tu as fait un geste, mais je le tutoie, je le connais bien. Un geste pertinent, le bon geste au bon moment, ou bien un moment de grâce, un moment où on se sent, on sent qu'on est, c'est un moment où on s'accomplit personnellement, on se sent bien existentiellement dans ce métier, je vais dire. Et ou une troisième porte, plus un moment de compréhension, un moment où j'ai compris quelque chose sur le métier d'enseignant. C'est un peu, mais s'il devient autre chose, c'est libre. C'est l'induction, c'est un geste pertinent ou, enfin, ne faites pas les 3, hein, faites-en au moins un. Voilà. Merci. Donc, je reviens. Merci d'avoir transmis la question de Loïc, parce que je ne la voyais pas. Donc, je vous propose là, on est dans les temps, c'est très bien. On va pouvoir avoir une bonne demi-heure d'échange si tout continue comme ça. Donc là, je vous propose un temps en sous-groupe, 20 minutes maximum. On vous reviendra peut-être quand 10 minutes seront passées, quand il n'y aura plus que 5 minutes, on vous laissera des messages qui devront apparaître. Donc, ce que je vous propose comme méthode, chaque participant à tour de rôle lit 1 ou 2 Kairos max, mais déjà 1, ça serait bien. C'est assez rapide, hein, 1 ou 2 minutes quand on lit. Pendant ce temps-là, j'invite les 3 autres à écouter attentivement, toutes oreilles grandes et ouvertes et libres de préjugés, voilà, d'écouter réellement dans l'objectif de comprendre la singularité de celui qui s'exprime ou de celle. Et ensuite, chacun des 3 écoutants, je les ai appelés écoutants, bon, c'est pas très... essaye de nommer les compétences, les savoir-faire, les qualités, les valeurs qu'ils perçoivent dans le Kairos qui vient d'être partagé. Je dis, si besoin, 1 ou 2 questions de compréhension peuvent être posées, mais tout ça doit se faire en 2 minutes. Vous voyez, l'idéal, c'est vraiment... L'atelier est beaucoup plus développé dans le bouquin, hein, c'est clair, mais ce qui est intéressant, au moins, ce que je voudrais que vous goûtiez, la saveur que ça, quand les autres perçoivent des savoir-faire, des compétences, des gestes, des conditions favorables, tout ce qui est... Voilà. Et puis, donc, si on vous fait ça, une lecture en 2 minutes et 2 minutes de feedback, ça fait 4 minutes, vous êtes 4, ça fait 16 minutes, il vous en reste 4. Et bien, 4, ça fait une chacun pour dire, c'est un peu la synthèse que je vous proposais la dernière phase, hein, oui, hein, que j'ai réduit ça, mais que chacun en 1 minute dise, qu'est-ce que une petite chose que je retiens, je ne peux pas tout, mais une chose que je retiens, voilà, qu'est-ce que ça m'éclaire, qu'est-ce que ça apporte à mon moulin, une petite chose, un apprentissage, voilà, une petite synthèse. Ça va? On tente le coup? Alors, pour ceux qui restent, un petit temps en scintillement, ce que De Peretti a appelé en scintillement, c'est-à-dire que ce que je vous invite à faire, c'est vous mettez votre micro, vous dites une chose assez brève, puis vous le réteignez pour que d'autres puissent... En scintillement, peut-être 1 ou 2 mots sur comment vous avez vécu ça, parce que nous, on ne sait rien, donc ça a pu fonctionner un peu, non, ça a été total désastre, je ne sais pas, 2, 3 petites impressions comme ça, ou questions, remarques, impressions, questions, un peu petites choses que, voilà, donc vous faites un petit signe de main, puis je vous passe la parole. Béatrice et Loïc après.
Moi, j'ai trouvé l'atelier plutôt sympa et l'expérience très enrichissante, en fait. On est parti donc sur la pratique d'enseignant, alors chercheur, apprenti-chercheur, parce que… Vous pouvez dire un mot, vous êtes où, vous êtes qui? Enfin, peut-être juste… Alors, moi, je suis oui, ça va. Alors, je suis doctorante et salariée. Hein, enfin, voilà. Je travaille sur la dimension personnelle de l'identité professionnelle, ok, bon, et j'utilise, voilà, ok. Donc, Alors, je me suis présentée comme ça et on a partagé un moment avec Loïc et Marie-Ange. Et c'est rigolo parce qu'on s'est retrouvés avec Loïc euh, à- dans des formes différentes, mais avec le même kairos. En fait. Donc, c'est marrant. Voilà, ouais. merci. Je vais arrêter parce que… Loïc, tu avais levé la main, donc un petit sentiment. Faites signe les autres si vous voulez. Alors, un petit scintillement. Ben, ça scintille déjà derrière moi, là, il y a la lumière et tout. Je pense que peut-être la chose principale, c'était quand on a des publics comme ça, donc il faut être dans l'écoute, hein, et puis même prendre en compte, je dirais un peu les besoins de reconnaissance, hein. Moi, c'est ce que j'ai compris un peu par rapport à ce qu'a raconté Marie-Ange, par exemple, hein. Elle a su reconnaître quelqu'un. Elle a su, C'est ce qui et t'a… ça lui a permis du coup, de bien évoluer, quoi. Merci Loïc. J'ai Gilles qui avait levé la main, je crois. Oui, moi, ça m'a fait penser à un travail qu'on avait fait avec Dominique Bachelard à Florac il y a une quinzaine d'années. Enfin, oui, pas loin d'une quinzaine d'années, et j'en ai encore des frissons, et ça a très bien marché dans cette petite expérience. En clin d'œil, hein, j'ai travaillé beaucoup avec Dominique Bachelard et on a été dans les mêmes groupes de recherche, donc Ah oui. des déserts de famille, oui. Merci. D'autres choses? Qui voudrait Alexiane. Ouvre le micro, Alexiane. Et sinon, il y avait Corinne qui voulait parler tout à l'heure, je le dis parce qu'elle s'était manifestée aussi. D'accord. Comme je suis dehors, j'arrivais plus à trouver ma souris pour réactiver le son, mais ça y est. Oui, et ben moi j'ai trouvé que ce partage-là permettait d'entrer vraiment tout de suite dans de la profondeur en fait, dans de l'échange. Et je retiens à la fois dans ce qui a été partagé, mais aussi du coup, dans le contenu de ce qui a été partagé, mais aussi ce qui a été partagé, l'idée de la résonance et l'importance de la prise de parole. Voilà. Merci. Donc Corinne qui avait… De l'autre côté, moi je retiendrai deux éléments qui sont une douce intensité dans les kairos explicités et de la beauté. Charles? Moi, je suis frappé par l'état de curiosité dans lequel ça met d'entendre des moments comme ça de réussite, des moments, j'ai l'impression d'être au service, d'assister et d'être en fonction. Et ça me rend curieux d'entendre, de questionner et même de proposer. Je trouve que cette proposition de qu'est-ce qu'on a vu, de compétences, de beauté, ça met dans une curiosité joyeuse. Donc, je pense que c'est ce que je retiens beaucoup de notre moment partagé. Ok. D'autres personnes ou je continue? Oui, non, pas d'autres. Last call, comme on dit au Québec. Bon. J'irai, Lise. Oui. Oui, alors j'étais avec Alexiane. Moi, j'ai été nourrie. On a parlé de nourriture. Alexiane parlait de nourriture suite à
à son moment partagé. Et je me disais dans des expériences complètement différentes, parce que moi, je suis plus sur le marché du travail. Par contre, je suis étudiante dans un programme à l'UQAM à Rimouski. Puis, j'appréciais, comment je dirais, je me sentais proche de son expérience dans des univers complètement différents. Là aussi, un peu comme l'idée de résonance qui a été... Oui, tout à fait. Alors, j'ai un petit mot qui dit « Mes cochards demandaient... » Mais levez la main, mais je ne vois pas. Je sais pas. Ah, d'accord. C'est Marjolaine. Marjolaine, d'accord. Voilà, c'est très, très simple. Je veux juste dire que je trouvais que c'était une très belle expérience. C'est un moment qui est à la fois très court et très, très intense. Et moi, j'ai été touchée par les différents témoignages et du coup, je me dis, voilà, en termes de formateur ou enseignant, ça en dit long sur ce qu'on est prêt à partager. Voilà. Merci. Bah, Marie-Laure, oui, vas-y. Oui, et pour poursuivre ce que tu viens de dire, Marjolaine, et faire le lien finalement avec le précédent épisode Cévenol sur émotion et apprentissage, moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'émotions qui traversaient à la fois finalement les moments où on a vécu ces kairos, même si on ne les avait pas identifiés en tant que tels, et à la fois le moment aussi où on en parle, où il y a cette réminiscence. Et voilà, c'est à la fois très puissant et je pense que c'est aussi délicat à manipuler. Oui, tout à fait. Ok. Ah, merci, je suis content de voir que ça... Je sais, j'ai vraiment hésité. Je me suis dit, c'est des gens qui se connaissent d'habitude. Là, on pourrait développer maintenant. Il nous reste plus qu'une demi-heure, donc je vais avoir un peu des commentaires sur comment faire ça. Effectivement, c'est délicat. Et ça m'a fait d'ailleurs hésiter à le faire. Je me disais, mais est-ce que je ne suis pas en train de partir on va se casser la gueule, les gens ne se connaissent pas. D'habitude, c'est des gens qui sont en présence, qu'on prend le temps de se présenter, de constituer une confiance de groupe. Et je me dis, comment on va faire ça? Est-ce que ça peut marcher? Donc, je suis quand même content de voir que... C'est pour ça que je l'ai réduit, enfin, j'en ai... Voilà, vous aviez la possibilité de choisir des choses peu impliquantes, enfin, vous aviez tout loisir de... Vous voyez, j'ai fait en sorte que ça soit... Mais malgré tout, c'était pas évident et je suis quand même content, je suis très content d'avoir vous... je suis content, voilà, que vous ayez pu vivre au moins goûter un peu. Alors, peut-être je vais réagir à quelques éléments que vous avez donnés sur le fait des émotions, oui, de la joie. C'est extrêmement dynamisant, partout, quel que soit. Enfin, et dans des applis, quand je disais, pour ça on a mis le titre Pédagogie des moments de réussite, c'est extrêmement dynamisant par exemple par rapport à des élèves en secondaire, ou par rapport à des enseignants qui vivent souvent leur métier, ou des travailleurs sociaux qui sont souvent, enfin tous les métiers qu'on a qui peuvent être très très lourds, enfin pas lourds mais parfois un peu. Eh bien, c'est quand même extrêmement ressourçant. Déjà, ça fait du bien, on pourrait dire, avec des résonances, c'est-à-dire qu'on comprend des choses qu'on fait dans le regard des autres. Je vais comme ça, vite fait, avec quelques éléments. Pourquoi j'ai petit à petit introduit cette consigne que les autres donnent du feedback, qu'est-ce que je vois comme savoir? Et là, on peut affiner. C'est déjà une consigne, si vous voulez. Évidemment, quand je fais une recherche-action avec un groupe de 30 personnes qui se voient 10 séminaires 3 jours pendant 2 ans, les kairos, ils sont tous enregistrés, tapés à la machine, transmis à tout le monde. Les sous-groupes travaillent des jours et des jours dessus pour identifier les compétences, les conditions. On a travaillé avec ATD Carmonde sur les conditions de la lutte contre la pauvreté. Il y avait des militants Carmonde qui avaient vécu dans des bidonvilles, tout ça, des travailleurs sociaux, des chercheurs, des psychologues, des psychiatres. Enfin, et tout le monde avait le même droit de veto sur ce qui était écrit, sur ce qui était dit, sur les comptes. Enfin, bon, un gros machin. Il y a eu une publication, il y a les références à la fin du PowerPoint. Ce que je veux dire, c'est, évidemment, là, c'est énorme.
Mais quand j'ai utilisé ça, par exemple, à l'Université du Québec à Rimouski, avec des étudiants en psychosociologie, des étudiants équivalents comme en licence en France, mais ou qu'on a vu avec des recherches-actions avec les élèves de secondaire, souvent, ce qu'on réussit bien, parce que souvent le kairos, c'est quelque chose va avoir avec notre intime, ce qu'on a pu appeler le métier intime, hein, quelque chose qui a à voir avec notre vocation. Donc, il y a quelque chose de très intime de la personne, mais c'est parfois justement ce que chacun d'entre nous ont réussi assez facilement, nous paraît un peu trivial. Enfin, on l'aime bien puisqu'on l'amène. Mais c'est souvent, et pourquoi j'ai introduit cette consigne pour les élèves de dire, dites aux autres tout ce que vous voyez de compétences là-dedans. Parce qu'il y a des choses qu'on fait, voilà, il y en a, ils savent facilement bien faire du vélo, puis, ou je sais pas, jouer du violon ou ce que vous voulez. Et les autres, mais pour celui qui le fait, c'est un peu trivial. Donc, d'avoir le retour, que les autres lui nomment, disant, mais attends, quand tu fais ça, il y a ça, ça, ça et ça comme compétence. C'est intéressant pour la personne, c'est intéressant pour le groupe. Et quand on fait une recherche, Marie-Laure pourrait peut-être, j'avais prévu de parler un peu de la recherche. Enfin, là, j'ai trop de choses en tête. J'ai plus qu'une demi-heure, c'est en train de se bousculer dans ma tête. Mais je vais rester sur les feedbacks de ce que vous avez dit. Oui, donc l'aspect des résonances. Alors, j'ai cru comprendre, je sais plus qui a parlé de ça, mais ça rejoint un thème théorique assez difficile à expliquer en quelques mots, mais c'est résonnant, je crois que vous l'avez dit assez bien. C'est pas parce que c'est exactement la même situation, c'est des fois dans des situations très diverses, enfin, des contextes complètement différents, mais on va introduire un concept là, c'est des schèmes d'interaction qui sont isomorphes. C'est-à-dire qu'il y a une isomorphie, les résonances, c'est que il y a des formes des schèmes d'interaction. Je vois que Marie-Ange fronce les sourcils, mais c'est des formes de gestes, Marie-Ange. Tu vois, c'est pas le geste lui-même, c'est comme sa forme. Comment on pourrait dire, vous voyez, une chanson, on a la musique, on n'a pas besoin d'avoir les paroles. Les paroles peuvent être différentes, mais c'est la même musique qu'on entend dans les deux situations. Après, quelque chose comme ça, quoi. Et ces résonances sont très, très profondes parce que quand on les analyse profondément, on peut arriver à vraiment décupler les compétences que l'on a à propos du thème qu'on a mis en commun. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans tout? Vous avez dit déjà plein de choses. Je suis vraiment content. Merci pour vos... Enfin, tout ce que vous avez dit, moi, je le vis à chaque fois. Peut-être que ce que je pourrais faire, là, c'est vous présenter rapidement les diapos que nous aurions pu... C'est-à-dire que, c'est pour ça que je dis je suis en retard d'une demi-heure, il y avait l'échange. Et après, j'ai un certain nombre de diapos comme je vous ai dit, on l'avait fait un peu en tête pour des enseignants de secondaire. Vous voyez. Hein. Donc, j'ai fait quelques fiches, comme des fiches pédagogiques très, très rudimentaires. Mais peut-être je vous les commente rapidement, ça vous irait? À moins qu'il y ait une question importante. Et puis, peut-être qu'à partir de là, il y aurait une question ou deux, et puis on finirait comme ça. Voilà c'est pas du tout exhaustif, hein, mais quelques applications pratiques, et je pensais vraiment, je m'étais plus mis en tête les enseignants avec les deux secondaires, avec les conditions difficiles dans lesquelles ils sont. Alors, je vous propose. Alors, la première exemple d'application qu'on peut faire de ça, c'est ce qu'on vient de faire nous, mais appliqué à utiliser en équipe. Hein. Pascal, oui. Moi, tu repenseras à partager ton diaporama? Ah oui, merci. J'étais en train d'oublier. Bravo. Donc, première partagée. Voilà. Vous l'avez? Oui. D'accord. Alors, le premier exemple, c'est ce que j'ai appelé co-formation entre enseignants ou entre formateurs ou entre travailleurs sociaux dans une équipe. Quoi. Se donner, je ne sais pas, moi, une demi-journée de 3 heures par mois ou tous les 2 mois, je ne sais pas qu'est-ce qui est possible, je sais que personne n'a le temps, mais je suis tellement certain que ne serait-ce que 3 heures par mois, une réunion où chacun partage des kairos, ça pourrait être extraordinaire. En suivant un petit truc comme ça, hein, avec comme objectif d'accueillir. Alors, par exemple, accueillir des nouveaux enseignants.
intégrer des nouveaux enseignants. Moi, je travaille avec des gens qui démarrent dans le métier et qui se retrouver comme ça avec quelques confrères un peu plus expérimentés où tout le monde partage un petit kairos, voilà, il me semble que ça pourrait être une très bonne manière de co-formation, d'intégration des nouveaux. Partage de transfert et partage de savoir-faire. Après, sur des problématiques précises, moi j'entends depuis 1 an avec le Covid, tout ça, des enseignants qui pataugent sur les trucs en ligne et tout ça. Partager nos meilleurs coups, quel bon geste on a réussi à faire. Oui, tout ce que ça pourrait, si on centrait, comment chacun a réussi un bon kairos en ligne. Je pense que là aussi, il y aurait des co-formations assez... Bon, je ne développe pas plus. Après, de manière, en dernier, j'ai mis comme objectif développer une pratique réflexive approfondie, là, pour ceux qui seraient... Voilà. Un deuxième exemple d'application, un peu la même chose, mais avec les élèves en classe. Des sociologues ont parlé du métier d'élève. Je ne sais pas si c'est une notion qui parle à tout le monde, c'est-à-dire que moi, en tout cas, personne ne me l'a appris et je me suis planté. En tout cas, à l'école primaire et secondaire, ça a été une catastrophe. Heureusement que je suis tombé après dans les milieux d'éducation populaire et à l'université où j'ai pu... Mais à l'école, je ne réussissais pas, je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Le métier d'élève. Enfin bref, un temps en classe où des élèves puissent dire leur meilleur moment, comment ils ont réussi à, je sais pas. Alors là, pareil pour le Covid, échange de savoir entre élèves, comment ils se débrouillent chez eux quand ils sont en ligne. Quelles sont les stratégies qu'ils ont pu développer pour s'isoler, pour trouver, et de les partager entre eux. Déjà, ça nous informerait, nous, comme enseignants, comme formateurs, mais eux, ça démultiplierait leur stratégie. Bon, je ne développe pas plus. Une troisième utilisation qui me semble, c'est l'exemple 3, là, absolument très pertinente, c'est en reprise de groupe après un stage ou une période d'alternance. Les enseignants dont on parle ici à agriculture, beaucoup ils vont en stage, ils reviennent. Là, on reprend les cours, mais comment est-ce qu'on fait l'articulation entre les expériences vécues dans le stage ou en alternance et les contenus? Comment est-ce qu'on permet aux étudiants de réfléchir à leur expérience pratique pour en tirer des questions qui feraient des projets d'apprentissage au centre de formation? Vous voyez, ce qu'on a appelé à l'époque l'alternance intégrative, l'alternance théorie-pratique, mais une alternance qui est intégrative, pas juxtapositive, pas d'un côté ils font la pratique, de l'autre côté ils font la théorie, puis personne ne se parle. Comment on fait les liens? Il me semble qu'un atelier comme ça, atelier d'écriture, le premier jour où ils reviennent d'une semaine ou je ne sais pas combien, une période en stage, là je proposais la même chose, un moment de bonheur pur, je me suis senti bien quand, un moment où j'ai fait le bon geste qui a donné un résultat, un moment où j'ai compris quelque chose, une bonne idée que j'ai eue. Voilà. Et là, alors là, il y aurait, là, en leur donnant un peu plus de temps que je ne vous en ai donné, si on imagine des sous-groupes d'1 heure, alors là, vous avez lu, je crois que vous avez eu le temps que de lire qu'un moment, chacun. Mais quelque chose que j'ai expérimenté avec des gens qui démarraient des recherches le premier jour en maîtrise, de cours en maîtrise, demander aux personnes 3 moments de leur vie ou de leur vie professionnelle qui ont un lien, même flou, avec leur recherche. Et quand une personne lit 3 moments, pas un seul, les autres qui écoutent, vous avez fait cette expérience, vous voyez des choses, mais vous avez vu sur un moment. Mais quand une personne vous livre 3 moments, vous, quand vous écoutez, vous voyez vite les transductions, les transversalités, les thématiques. On voit, des fois on se trompe, mais c'est fou comment les résonances entre les 3 moments et de pouvoir les retourner à la personne. Et là, par exemple, par rapport à des élèves,
Enfin, moi, je l'ai pas mal utilisé. Je crois même que Charles, tu as dû vivre ça, hein, avec les étudiants en psychosociologie qui faisaient des stages. Ça aide à comprendre ce qu'on appelle le métier intime, comment chacun des étudiants appréhende ce métier de manière singulière. Enfin, voilà. Donc, et là, j'ai proposé un peu d'affiner à la fin que chacun note dans son journal de bord ou dans son cahier de recherche ce qu'il en retient, vous voyez, en suivant un peu les mêmes étapes, mais pour nourrir un processus d'apprentissage. J'espère que je vais passer à un autre exemple. Alors là, c'est un peu plus développé. Et ça, je l'ai vraiment développé avec les étudiants de ce qu'on appelle le baccalauréat au Québec, là, qui est en fait, en France, on appelle ça une licence professionnelle en psychosociologie. Pendant le moment de leur stage long, un stage de... J'espère que je suis en train de dépasser, il faut que je me dépêche. Stage long de 2 mois à peu près. Alors, vous verrez, mais je résume, hein, je ne lis pas toute la fiche pour ceux que ça intéresse. L'idée, ça, c'est de proposer un journal de bord de pas plus de 5 minutes par jour. Si vous voulez qu'à chaque fin de journée, pendant un stage long, les étudiants sont invités à prendre 5 minutes à fin de journée et noter. Là, j'ai repris les mêmes consignes. On peut en inventer d'autres, hein. Un moment de bonheur, un bon geste, une compréhension. En disant que ce journal, il est personnel. Hein. On va pas surtout pas le noter et pas le regarder, nous, hein, les enseignants. Par contre, exiger des étudiants qu'au bout d'une semaine ou 15 jours, c'est à vous de voir la bonne fréquence, prendre 30 minutes, 5 minutes pour relire le journal, c'est un journal assez court, hein, vous voyez, 5 minutes par jour, mais là, déjà, la personne, disons que si elle a travaillé 5 jours par semaine à son stage, au bout de 2 semaines, elle a 10 petits moments. Et là, en se relisant, elle se retrouve elle s'objective elle-même. Elle peut commencer à voir des transversalités, des thèmes récurrents. Donc, il y a une montée en réflexivité sur sa pratique et en prise de conscience. Et là, de lui demander de prendre 20 minutes pour noter toutes les réflexions qui lui viennent. Et ça peut être exigé par le formateur. La note réflexive, ce que j'appelle la note réflexive. Vous voyez ce que je veux dire? Là aussi, pas noter. Ou alors une note, ce que j'avais fait, moi, c'était une espèce de note automatique. C'est-à-dire, si vous livrez la fiche, la note réflexive, vous avez les points. Il n'y a pas une bonne note ou vous voyez ce que j'ai. Par contre, feedback formateur, tiens, oui, tu t'intéresses à ça, il y a un autre qui s'intéresse aux mêmes questions, ou tu pourrais lire tel article, voilà, faire des retours qui pourraient nourrir la réflexion de l'étudiant. Ce que ça permet, c'est que, par exemple, sur un stage de 2 mois, il va y avoir 8 ou 4, ou je ne sais plus combien, il va y avoir un certain nombre, selon la fréquence, 5, 6 notes réflexives avec un retour. Et la synthèse des notes réflexives, ça peut faire une excellente entrée dans un rapport de stage. Oui, et de structurer un rapport de stage en partant de la réflexion profonde, en la mettant en culture avec des savoirs théoriques. Voilà. Bon, je vais vite. Hein. Je suis donc au temps de questions et échanges, donc il ne me reste plus que 10 minutes, je ne suis vraiment pas en avance. Vous verrez, là, je disais, j'ai donné quelques exemples. Là. Bon, j'en ai un peu parlé tout à l'heure d'ATD, ça c'est les grandes recherches. Actuellement, je vous parlais juste des 2 d'en haut, là. Eh bien, j'ai 2 programmes. Enfin, je participe à 2 programmes. Un qui s'appelle Grandir avec la nature, donc Marie-Laure qui est dans le groupe, là. Coucou, vous voyez. Et vous avez le site de son association. Programme Grandir avec la nature, donc on a une dizaine d'enseignants de primaire en Lozère qui font l'école en forêt. Tout le monde a plus ou moins entendu parler de ça. Et on a utilisé cette méthode des Kairos, journal des Kairos, grosso modo, pour nourrir la recherche-action. Marie-Laure pourra dire un mot après, je me tais avant. Et une autre recherche, c'est Oran qui est aussi enseignante ici. Et donc là, vous pouvez cliquer sur le lien « Acquérir des compétences éco-psychosociales par l'itinérance pédestre ». Je vous invite à le faire. Vous allez arriver à une petite vidéo de 20 minutes sur une recherche-action avec un autre collègue d'ici, Alain Manuel. Ils emmènent des classes en itinérance
en utilisant les kairos, vous verrez, et des cercles de parole. Voilà, je m'arrête. Moi, vous avez ensuite des références, des questions. Il nous reste 7 minutes. Peut-être j'arrête de partager l'écran, vous le verrez la suite. Je reviens à voir un peu tout le monde. Peut-être, voilà. Enfin, on n'est pas. On m'a dit qu'on pouvait dépasser de 2-3 minutes. Donc, si tout le monde veut. Enfin, ceux qui veulent prendre la parole, peut-être Marie-Laure et Oran que j'ai impliqués là en parlant de vos recherches-actions ou d'autres questions. Ou, voilà. En allant vers la clôture, qu'est-ce que vous aimeriez est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez dire ou une question de précision Oui, Mathieu. Oui, bonjour. Ben moi, je suis un peu le... Comment dire, je n'étais pas prévu, en fait, c'est que je suis Pascal sur Facebook. Alors, parfois, c'est des peintures, parfois, c'est... Et là, j'ai vu un truc visio ce soir. Alors, je suis venu, mais je ne fais pas du tout partie de l'enseignement agricole, mais j'étais un des étudiants de Pascal il y a quelques années et, à Tours. Et ces ateliers du Kairos, là, moi, ça m'a beaucoup inspiré pour la suite de mon parcours autour des open badges et des badges numériques ouverts. C'est-à-dire une façon... Parce qu'en fait, la question que je me posais après les cours de Pascal, c'est est-ce que ces moments qu'on capte, avec toute la densité, le caractère du retour à l'émotionnel, qu'on peut socialiser, enfin tout ça, est-ce que ça peut s'encapsuler et être ensuite visible, lisible et actionnable? En fait, est-ce que ça peut être pas transféré, mais transporté, enfin démultiplié? Et je poursuis en fait, voilà, je voulais dire ça, un peu les ateliers de Pascal dans ce sens-là, et qui me semble en amont des entretiens d'explicitation, justement pour libérer un certain nombre de choses. Et cette question des portes, je l'ai compris. Alors, quand vous arrivez en master et puis que vous avez un enseignant qui vous parle de portes de rêve, vous dites, mais qu'est-ce que je fais là? Mais en fait, quand vous êtes dans la pratique, on voit tout l'intérêt de ce retour à l'imaginaire, au rêve, à la sensibilité, au collectif, qui servent mieux après la construction, je trouve, de référentiels collectifs et de capacités, de compétences et de valeurs encapsulées. Et voilà, c'était juste un petit témoignage parce que du coup, ça fait maintenant 5 ans, 6 ans que j'ai suivi, 7 ans, je crois que j'ai suivi ce master. Et voilà, c'est un encouragement fort à explorer tout ça et peut-être à le partager. Je ne sais pas si tu as des espaces, c'était le sens de mon intervention, des espaces où on pourrait partager un petit peu le fruit de ces ateliers de Kairos. J'ai peut-être mal entendu, mais il ne me semble pas que tu l'aies dit. Voilà. Ah, ça serait à créer ça. Alors par contre, Mathieu, merci beaucoup parce que je t'invite, je n'ai pas le temps là, peut-être que tu m'enverras un message, mais je le dis à tout le monde. Il y a le réseau national français des ateliers de pédagogie personnalisée, les APP, qui est coordonné par Isabelle Salvi. J'aurais dû mettre, tu me fais réaliser que j'aurais dû mettre dans les expériences en cours. Ils ont, depuis 2 ans, développé, dans le cadre d'une recherche-action européenne, pour valider les capacités comment ils appellent ça, là, les compétences transversales, truc comme ça. Oui, ou informel et transversal. Bref, un système de badge je sais, qui est basé, tu connais, d'accord, mais qui est basé sur une pratique d'atelier de Kairos des enseignants et des formateurs et des stagiaires, je crois hebdomadaires. Enfin, ils ont fait, il y a même des capsules vidéo. Mais oui, ça serait une très bonne idée, mais là, il faudrait trouver, là, un espace où tous les gens qui jouent avec ça partagent. Ça serait extraordinaire. Je n'ai pas d'idée. Si tu as une idée, une stratégie à me proposer, envoie-moi un email, mais ça serait merveilleux. D'autres, merci Mathieu. D'autres actions, questions ou autres? Et Béatrice? Oui. Moi, je suis en train, effectivement, vous savez, Pascal, je suis en train de les expérimenter un peu différemment, ces ateliers de Kairos, dans le cadre, effectivement, d'un entretien, pas dans un cadre collectif, mais dans le cadre d'un entretien en face à face, pour voir un peu ce que ça nous dit. Est-ce que ça nous dit quelque chose, en fait, de l'identité
professionnelle d'une personne. Quelles sont les informations que l'on peut retirer de ça, de quelle nature elles sont? Qu'est-ce que nous disent ces événements en fait que la personne a compilé? Parce que du coup moi j'ai utilisé toutes les portes hein, dans l'entretien. Et ben, qu'est-ce que ça nous dit? Je suis dans l'analyse. Je peux pas encore tirer réellement de conclusion. Mais en tout cas, c'est juste pour dire que voilà, moi je les utilise un peu différemment que dans un cadre collectif. Ok. Mais j'ai une question, Béatrice. Quand tu dis qu'est-ce que ça nous dit, qui est nous? Ben, moi, en tant que moi, oui, moi. D'accord. Donc, c'est ça que personnellement, je serais assez vigilant là-dessus. En tout cas, ma posture est très, très ancrée dans le paradigme de l'autos, c'est-à-dire qu'est-ce que ça dit à la personne de la construction de son identité. Je trouve très délicat le passage de qu'est-ce que ça dit à la personne de faire son kairos ou de partager avec d'autres, enfin, peu importe si c'est en individuel, de le faire et qu'est-ce que ça lui dit à elle de la construction de son identité ou en tout cas au moins de mettre en dialogue ce que ça lui dit à elle et ce que ça vous dit à vous. Ouais. De manière, parce que sinon on risque de se retrouver en porte-à-faux entre l'hétéronomie et l'autonomie. Enfin bon, oui, mais bon, j'ai pas été assez loin dans l'explication, mais c'est vrai qu'il y a ça, il y a cette confrontation à nouveau une fois que la première analyse de cet entretien est réalisée. Donc, effectivement, quelle est l'interprétation, mais du coup, l'interprétation du chercheur, le mettre en dialogue avec comment ça résonne, effectivement, comment cette interprétation résonne chez la personne. Et voilà. J'insiste beaucoup parce que je ne peux pas développer, mais il y a eu moi, j'ai mené tellement d'ateliers. Il y a des moments, des kairos, des moments qui sont des fois très difficiles. Oui. Enfin, qu'est-ce qui peut faire construction identitaire chez l'un peut être complètement destructeur chez l'autre. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si on ne reste pas ancré dans l'auto-référence et dans le... Ah oui. Il y a, à mon avis, très difficile de faire une grille extérieure qui pourrait... enfin, voilà. Oui, non, mais oui, voilà. C'est sûr. D'autres questions, réactions? Loïc? Alors moi, c'était juste pour te remercier. Je trouve que c'est un travail très, très important, en fait, que tu fais avec d'autres. Ça me fait penser un peu, je crois que c'est Viktor Frankl qui disait, par opposition à la psychologie des profondeurs, il parlait de la psychologie des hauteurs, et j'ai l'impression qu'avec ce travail que tu proposes, en fait, tu essaies de tirer les personnes vers le haut, quoi, hein, vers le meilleur d'eux-mêmes, hein. Et je pense que c'est très nécessaire à l'heure actuelle. Ça l'a toujours été, mais ça l'est peut-être encore plus maintenant. Voilà. Oui, alors, une des personnes qui m'a beaucoup inspiré, c'est Henri Desroches. Mmh. Et Henri Desroches disait que quand on réfléchit, enfin, justement, quand on conscientise ses expériences, lui, il disait c'est notre daimon. Donc, il prenait encore un mot grec, hein, le daimon de Socrate, c'est-à-dire la partie dans l'esprit qui m'attire à me dépasser, qui m'appelle à me dépasser, la partie de mon esprit. C'est-à-dire donc c'est pas moi qui les fait se dépasser, mais c'est solliciter, enfin oui, susciter ou donner un terrain de jeu au daimon qui nous aspire chacun à nous dépasser. Oui. Il y a quelque chose de ça, c'est sûr. Ouais. Merci beaucoup. Merci aussi. Alors, on arrive à 18h, enfin à l'heure française. Les Québécois, ils sont à midi bientôt. Ça va être l'heure d'aller manger. Dernier, voilà, peut-être en scintillement, un petit mot pour se dire au revoir. Et puis, parce que, voilà, je me tais. Ou ça suffit, on arrête là. Levez la main si vous voulez encore dire quelque chose avant. Non, c'est bon? Ah, Gilles. Moi, j'ai trouvé ça super. C'est surtout que
de parler, de faire un kairos comme ça rend la personne avec un sentiment plus de compétence, quoi. Oui. Je trouve que ça augmente le sentiment de compétence. Et ça, je trouve ça super, quoi. Là, ça fait du bien. Oui, et là, je vais commenter un peu, mais ça fait du bien. Et si on creuse, si vraiment on se donne le temps de regarder qu'est-ce qui a marché, alors là, on a été au niveau de la qualité de l'explicitation, c'est du rapide, etc. Si on essaie d'un peu plus d'écrire finement et de conscientiser les gestes, vraiment, il y a non seulement ça fait du bien, mais on augmente, c'est-à-dire qu'en prenant plus conscience, ce qu'on voit, c'est la capacité à transférer à d'autres situations, à mobiliser ces savoir-faire que j'ai eus à un moment, à ce qu'ils viennent plus vite, plus naturellement, dans plus de situations. Donc, il y a vraiment un effet de démultiplication des compétences. Pas juste un sentiment. Il y a le sentiment et il y a un réel effet. Enfin, voilà. Ouais, vous avez compris que je suis un peu passionné par ça, donc je vais... bravo, merci en tout cas que ça ait marché. Je suis tout étonné. Je vous remercie beaucoup et je crois qu'on va arrêter là.